Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous recevons aujourd'hui Igor Bogdanov. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Vous vous souvenez de Temps X? Eh bien aujourd'hui, nous allons recevoir un des frères Bogdanov, Igor. Bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Oui, bonjour. Alors Igor, une question que tout le monde se pose, d'où venons-nous? En effet, c'est la question la plus importante. Je crois que nous sommes tous sensibles à, quand on regarde la réalité, quand on s'interroge sur l'univers, au mystère qu'il contient. Mais le plus important, le plus profond, le plus radical de ces mystères, c'est tout de même celui du temps et celui de l'origine du temps. Car répondre à la question du commencement du temps, c'est aussi répondre à une autre question qui est sous-jacente, c'est en effet d'où venons-nous, et peut-être même la question posée par Leibniz au XVIIe siècle, y avait-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien de toute façon, nous en reparlerons tout au long de cette émission. On va dire, Igor Bogdanov, que c'est Jean Guiton et Dali qui vous ont un peu guidé vers votre thèse. En effet, Jean Guiton est un homme absolument merveilleux, je parle même au présent, pour dire que c'est un homme qui reste, par l'actualité de sa pensée, extraordinairement pénétrant et susceptible de réaliser de manière pleine le choix, et nous a permis de l'accomplir, entre ce qu'il appelle les philosophies de l'absurde et d'autre part les philosophies du mystère. Et il dit, autant les philosophies de l'absurde sont un calvaire pour l'intelligence, autant celles du mystère sont un viatique pour le bonheur. Et nous nous sommes rendus compte, à travers sa démarche, il était tout de même l'héritier de Bergson, c'est lui, de la pensée de Bergson, c'est lui qui, avec Yankelevitch, avec Gabriel Marcel, a recueilli en quelque sorte le testament philosophique de ce grand philosophe qui était Henri Bergson, qui s'intéressait d'ailleurs en profondeur aux aspects de réalité profonde, sous-jacent à la réalité qu'on appelle le temps et l'espace. Et donc, en tant qu'héritier de Bergson, il nous a donné cet élan en 1985-86, lorsque nous l'avons rencontré, qui nous a permis d'aller loin, le plus loin possible, dans ce face-à-face avec le réel, la réalité et son mystère sous-jacent. Alors justement, moi je connais certaines personnes qui ont vécu des NDE qui parlent du temps, ils disent que le temps n'existe pas, ils parlent aussi du temps imaginaire. En effet, nous vivons dans le temps réel, à notre échelle, ce qu'on appelle l'échelle classique en physique, et ce temps réel paramètre en quelque sorte tous les phénomènes qui s'y déroulent, et qui sont des phénomènes que l'on comprend quand on fait de la physique, sous la forme de niveaux d'énergie différents les uns des autres qui rythment en quelque sorte l'évolution en temps réel. L'évolution en temps réel est d'ailleurs elle-même mesurée, si on peut dire, pour employer un terme un petit peu général, mais mesurée par ce qu'on appelle un opérateur d'évolution, l'opérateur de Heisenberg, puisque c'est lui qui est parmi les fondateurs de la mécanique quantique, celui qui a été le plus loin dans la réflexion sur l'évolution de ces niveaux d'énergie et la création d'un objet, d'un appareil mathématique qui est donc ce fameux opérateur d'évolution. Eh bien, tous les phénomènes de la réalité se déroulent dans le temps réel. Maintenant, nous avons pris comme axe de pensée l'idée qu'il peut exister une autre forme du temps qui sous-tend, en quelque sorte, tous les phénomènes de notre réalité, mais qui n'est pas le temps réel. Où est-ce que nous allons chercher cette autre forme du temps? Eh bien, avant le Big Bang.
Le Big Bang, il y a 13 milliards 700 millions d'années, commence à un instant, par une explosion gigantesque d'énergie puis de matière, commence à l'échelle de Planck. L'échelle de Planck, c'est un temps, un instant, très très petit, mais qui n'est pas l'instant zéro. Il se mesure sous une forme fractionnaire, c'est un zéro, une virgule, et puis 42 zéros avant d'arriver à un petit 1 tout à fait au bout. C'est-à-dire donc, ça nous fait toucher à un temps qui est extrêmement petit, qui est infime. C'est la plus petite unité de temps que l'on puisse concevoir et qui est un sens physique. Ce temps de Planck, donc, 10 puissance moins 43 secondes, marque l'origine du monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire l'origine de l'énergie. L'énergie engendre la matière engendre cette réalité observable qui, depuis 13 milliards 700 millions d'années, ne cesse d'évoluer. Mais avant ce Big Bang, avant ce déferlement colossal d'énergie, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait bel et bien quelque chose? Eh bien, nous répondons à cette question et nous montrons qu'il y avait en effet quelque chose qui correspond à une autre forme du temps. Et c'est cette autre forme du temps qui va dicter le comportement de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'énergie, puis la matière, donc l'univers tout entier, à partir du moment où le Big Bang met en route en quelque sorte l'évolution, ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors finalement, ça nous mène à comprendre que tout était prédestiné, tout a été calculé pour être ce que c'est aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait ce que nous avons, non pas en quelque sorte décrit dans une théorie, mais que nous avons découvert grâce aux mathématiques pures. En fait, qu'avons-nous découvert? Nous avons, en franchissant cette limite de Planck, pénétré dans un état de l'espace-temps ou du pré-espace-temps très différent, donc de l'univers très différent de celui dans lequel nous évoluons et nous vivons aujourd'hui. C'est un univers qui était dominé, à mesure que l'on se rapproche du zéro, de plus en plus dominé par une forme abstraite, différente du temps que nous connaissons, qui est donc le temps imaginaire. Qu'est-ce que le temps imaginaire? Ce temps vit ou existe à l'instant zéro. Donc déjà, cette conquête de l'esprit, qui est effectivement celle qui nous occupe, nous, dans notre démarche, finit par mettre en évidence le fait que l'instant zéro, ce n'est pas une absence de temps, mais c'est une absence du temps réel. En revanche, c'est l'existence et la présence d'un temps différent qui est le temps imaginaire. Le temps imaginaire, c'est un temps qui n'est plus mesuré par des nombres réels, mais par des nombres imaginaires au sens mathématique du terme, c'est-à-dire des nombres dont le carré est toujours négatif. Sur ce point zéro, donc, il existe une forme du temps différente qu'on appelle le temps imaginaire. Or, le temps imaginaire ne mesure pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des différences et des évolutions d'énergie, mais mesure des évolutions de ce qu'on pourrait appeler l'information, c'est-à-dire le dual de l'énergie, quelque chose qui n'a plus rien de matériel, mais qui est une sorte de code, d'instruction ou de programme qui existe dès l'instant zéro. Oui, à l'instant zéro, nous l'avons découvert, puisque c'est un être mathématique. Les mathématiques ne s'inventent pas, on les découvre, les objets mathématiques se découvrent. Et donc, nous avons découvert qu'il existe un état très extraordinaire, très étonnant, très structuré, très ordonné, très symétrique, très harmonique, donc très complet, qui correspond à un code qui lui-même pourrait être compris comme le code génétique d'un être vivant. C'est-à-dire qu'au fond, de même que nous sommes précédés par l'existence d'un code génétique, l'univers est précédé par l'existence d'un code cosmologique, d'un code d'essence mathématique, qui organise, comme vous l'avez très justement dit, non seulement toutes les grandes structures de l'univers, mais surtout l'évolution de ces structures à travers le temps. Donc, tout se passe comme si, à l'instant zéro, toutes les lois, tous les opérateurs, en quelque sorte, d'essence mathématique qui vont encadrer, gouverner l'évolution de l'univers, tout est présent à cet instant zéro. Avec la théorie des ensembles, on arrive à tout créer. C'est très mathématique. Oui, c'est très mathématique. Effectivement, les nombres univers
sont des nombres qui contiennent toutes les séquences possibles, tous les arrangements numériques possibles. Si on code la réalité sous une forme binaire, par exemple la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment peut être ramenée à un ensemble d'informations d'essence mathématique, enfin d'essence arithmétique, en utilisant donc des nombres binaires 0 et 1. Eh bien, une codification binaire 0 et 1, eh bien, à partir de là, on peut considérer que si vous regardez un nombre univers qui est un nombre très 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 grand et que vous isolez la séquence binaire qui caractérise eh bien, la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous allez la retrouver intacte, c'est-à-dire 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, etc. Et il y en a beaucoup comme ça, donc c'est une très très longue chaîne. Eh bien, vous allez la retrouver intacte dans un nombre univers. Et ce nombre univers, comme par exemple pi est probablement un nombre univers, mais il y en a d'autres, eh bien, ces nombres univers eh bien, contiennent toute la réalité qui nous entoure. C'est ce que nous montrons ou rappelons dans notre ouvrage. Ce qui veut dire en fait que si on part d'un état très simple, qui est un état arithmétique ou mathématique très simple, qui est 0, en réalité le 0, compte tenu de son potentiel d'engendrement, avec des lois tout aussi simples, peut engendrer la totalité des nombres, et en particulier ces fameux nombres univers qui contiennent la totalité de la réalité matérielle. Donc ça veut dire en fait la totalité de ce qui caractérise numériquement, dans un code numérique qui serait gigantesque, mais pas si immense que ça en même temps, puisque on considère par exemple que la totalité des instructions qui aujourd'hui permettent aux particules élémentaires qui composent, l'ensemble des particules élémentaires qui composent l'univers de fonctionner. Seth Lloyd, qui est un physicien, mathématicien du MIT, et donc aux États-Unis, a calculé ce nombre qui est de l'ordre de 10 puissance 120. Donc 10 puissance 120 en quelque sorte instructions pour coder la totalité de l'univers observable. Donc on peut considérer que c'est un très grand nombre et en même temps il n'est pas inimaginable d'un point de vue mathématique, loin de là. Donc oui, pour répondre à votre question, à l'instant zéro, il y a un pouvoir d'engendrement qui est extrêmement important et qui nous permet de comprendre comment on peut passer de 0 à ce nombre gigantesque, 10 puissance 120, qui caractérise l'ensemble des instructions sur lesquelles repose le programme de l'univers tout entier. Alors la gravitation est très importante puisqu'elle a une implication sur le temps imaginaire. Oui, bien sûr. La gravitation est très importante en ce sens qu'elle agit, en effet, comme un levier qui va faire basculer l'axe des temps réels vers l'axe des temps imaginaires, ou l'axe du temps imaginaire. Pourquoi et comment ? C'est assez simple à comprendre. En fait, lorsqu'on remonte dans le passé de l'univers, plus on se rapproche du Big Bang, plus l'univers est petit, plus il est dense, et donc plus son potentiel de gravitation est élevé. Donc on arrive à un moment où effectivement la courbure, c'est-à-dire la gravitation, c'est la même chose, c'est ce que Einstein nous a appris, la courbure de l'univers atteint des échelles gigantesques qu'on appelle l'échelle de Planck, donc la courbure de Planck. La courbure de Planck, c'est une valeur absolument énorme pour la gravitation. Et c'est tellement énorme que tous les phénomènes sont soumis à cette emprise, non seulement l'espace qui devient effectivement extrêmement petit, extrêmement, en quelque sorte, il se ratatine sur une distance qui est la distance de Planck, mais en plus le temps. Le temps lui-même est touché par cette énorme pression gravitationnelle, si on peut dire. Et de quelle manière est-il touché ? Eh bien, tout simplement en changeant de nature. C'est-à-dire que le temps, en quelque sorte, devient courbe lui-même, se courbe sur lui-même, se boucle en quelque sorte, et devient imaginaire pur. Il bascule vers l'axe des imaginaires. À partir de l'instant, évidemment, où on entre dans ce monde
où on va franchir l'échelle de Planck, à ce moment-là, en effet, la gravitation elle-même exerce des effets qui sont tellement puissants que, selon nous, elle provoque une destruction de ce qu'on appelle le cône de lumière, et on va voir les géodésiques, c'est-à-dire les distances qui séparent les points dans l'espace-temps, basculer hors des limites du cône de lumière qui lui-même s'évapore, et fluctuer entre l'intérieur et l'extérieur du cône, c'est-à-dire transformer le temps du temps réel donc vers le temps imaginaire et revenir vers le temps réel. Tout ceci implique que le temps en dessous de l'échelle de Planck non seulement est imaginaire lorsqu'on le regarde parfois, on va dire selon des aspects qui sont effectivement purement imaginaires, mais il est aussi réel, et donc on a en même temps l'adjonction du temps réel et du temps imaginaire pour faire un temps complexe, lequel temps complexe va exister entre l'échelle de Planck et l'échelle zéro, jusqu'au moment où à l'échelle zéro il devient imaginaire pur, cesse d'osciller entre les deux composantes et devient effectivement porteur de cette information dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors les traces du temps imaginaire, on les retrouve dans l'univers? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on observe des objets tels que les trous noirs, on ne les observe pas directement, mais en tout cas on peut avoir une saisie indirecte de l'existence des trous noirs. Eh bien, on doit se poser la question de savoir que se passe-t-il si on bascule à l'intérieur du trou noir. Les physiciens théoriciens, spécialistes des trous noirs, experts de ces objets si particuliers, ont montré que toutes les propriétés de l'espace-temps étaient soumises à des transformations. Ce que nous pensons, Krishka et moi, c'est que il existe à un moment un passage d'une frontière qu'on appelle donc effectivement l'échelle de Planck, et qu'on va retrouver au fond de ce qu'on appelle la singularité finale, donc au fond du trou noir. On va retrouver les mêmes propriétés que celles qui caractérisent la singularité initiale à l'origine de l'univers. Et ces propriétés sont liées au fait que la singularité n'existe pas dans l'espace-temps, mais existe dans un autre espace qui est codé en quelque sorte, encore une fois d'un point de vue mathématique, et qui existe dans le temps imaginaire. Donc la singularité finale est en quelque sorte une image en miroir de la singularité initiale. Et tous les deux, ces deux objets, vivent ou existent dans le temps imaginaire. Est-ce que la singularité finale, après transformation, ne peut pas devenir la singularité initiale qui peut aller vers autre chose? C'est-à-dire que lorsque on se pose cette question, on est obligé de se poser la question de l'avenir très lointain de l'univers. L'univers existe depuis 13,7 milliards d'années. La question qui peut se poser, c'est va-t-il exister pour toujours? En fait, la réponse est non, parce que tout évolue dans l'univers et que le contenu en matière de cet univers, eh bien, il se dégrade, l'entropie augmente et le niveau d'énergie, en quelque sorte, finit par diminuer de manière inéluctable. Imaginons que nous regardions le ciel dans des milliards de milliards d'années, eh bien, la plupart des étoiles se seront éteintes. Et à un moment, elles seront toutes éteintes, pas seulement dans notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, mais dans toutes les galaxies de l'univers tout entier. Elles se seront toutes éteintes. Et quand on ira encore des milliards de milliards de milliards d'années plus loin, on finira par découvrir que la matière qui composait ces étoiles ou qui composait les planètes gravitant autour de ces étoiles dans très 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 longtemps, cette matière finira elle-même par se décomposer en particules de plus en plus élémentaires, s'évaporer en quelque sorte jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, plus aucune particule matérielle. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est oui, mais alors qu'adviendra-t-il de l'univers tout entier? La réponse, c'est que à l'instant où il se sera totalement évaporé, au moment où disparaîtra la dernière particule en quelque sorte de matière, eh bien, comme le prévoit la relativité générale, l'espace, enfin, non seulement la matière, donc l'énergie, la matière, tout ça, ce sera dissipé et aura disparu, mais l'espace-temps lui-même, ce sera en quelque sorte estompé. Ce qui veut dire que ce que j'appelle tout à l'heure, ce que j'appelais le cône de lumière de la réalité tout entière, aura également lui-même disparu. Et dans ce cas-là,
ce cas qui caractérise l'espace-temps dans très 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 longtemps, de des milliards d'années, eh bien, l'espace-temps lui-même s'étant évaporé, le temps en tant que tel aura disparu, l'espace aussi, et il ne restera que le temps imaginaire. Et le temps imaginaire correspondra en quelque sorte, on retournera au temps imaginaire, avec un espace qui sera incroyablement dilaté. C'est pas que l'espace aura disparu, c'est que l'espace-temps aura disparu. Mais le temps réel qui caractérisait l'espace-temps aura été à cette époque-là, très très lointaine dans l'avenir, sera remplacé par le temps imaginaire, et on se retrouvera avec un état de la réalité, de l'espace-temps, qui sera tel que l'énergie et la matière auront disparu, auront été remplacées à nouveau par de l'information. Et cette information sera une image en quelque sorte en miroir de ce qu'était l'information initiale, l'information finale, qui sera en quelque sorte gigantesque et qui contiendra d'un certain point de vue toute l'histoire de l'univers, et jusqu'à son plus infime détail, et sera en quelque sorte contenu dans cet horizon très lointain, qui lui-même sera une image en miroir de ce qu'était l'information initiale à zéro, où tout commence. Donc le zéro et l'infini du temps sont en quelque sorte la même chose, vue de deux points de vue totalement différents. Alors Igor, nous allons laisser nos auditeurs digérer ces sources d'informations. Nous allons marquer une pause dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion Radio. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours avec Igor Bogdanov. Alors l'information, nous en parlions il y a quelques instants, juste avant la pause, c'est quelque chose d'essentiel, de très important. Oui, et notez bien que là on parle d'information au sens générique qui désigne en fait dans notre ouvrage et d'une manière générale quand on regarde la réalité, deux choses très différentes. Il y a l'information qui est liée à l'évolution, ce qu'on pourrait appeler la complexité. Et cette complexité en effet diminue à mesure que l'on recule dans le temps et qu'on va vers le passé de l'univers. Alors, c'est facilement compréhensible quand on regarde ce qui se passe à partir de maintenant et qu'on se plonge dans un passé proche qui est observable à travers l'histoire. Nous avons effectivement résolu de faire cela à travers un voyage qui commence au pied de la Tour Eiffel aujourd'hui et qui nous amène d'abord un jour en arrière, puis une semaine, puis plusieurs mois, puis un an, puis 10 ans, puis 100 ans, puis 1000 ans, puis 10 000 ans, puis 1 million d'années, etc. Et on remonte comme ça le temps. Et on se rend compte effectivement que le monde change. On se rend compte par exemple que ce fameux pied de la Tour Eiffel, ce qu'on appelle le Champ de Mars, se transforme à mesure que nous reculons dans le passé. On se rend compte que la colline du Trocadéro, en 1937, à la place du palais de Chaillot que nous connaissons aujourd'hui, il y a autre chose, il y a un autre palais qui a été érigé pour l'exposition universelle. Puis avant ce palais érigé par l'exposition universelle, il y en avait un autre, puis encore autre chose. Au XVIIe siècle, par exemple, il y avait un couvent sur la place du Trocadéro, et puis autour de ce couvent, il y avait des bois, des forêts. Le village de Passy et le village de Chaillot étaient séparés par une forêt épaisse, et ainsi de suite. On voit que le monde se transforme de plus en plus et devient de plus en plus simple. C'est-à-dire que sa capacité à transmettre de l'information complexe, eh bien effectivement, elle s'amenuise, elle s'estompe à mesure que l'on remonte dans le passé. Donc le monde devenant de plus en plus simple, il est de moins en moins informé en quelque sorte. Et ce qui est vrai donc
à l'échelle de la culture technicienne dans laquelle nous vivons, eh bien, devient également applicable à non seulement, effectivement, à très long terme, on va dire à l'échelle des aires géologiques, où l'univers devient de plus en plus simple, même avant la culture humaine. Il y a une culture rudimentaire qui est une culture qui relève en quelque sorte des autres règnes qui nous ont précédés, les règnes animaux, qui eux-mêmes laissent des traces très, très fugitives, très rudimentaires, très élémentaires de leur passage, mais qui correspondent à des signes, en quelque sorte, d'information, mais qui deviennent de plus en plus ténus, de plus en plus simples à mesure qu'on remonte dans le temps. Le monde des dinosaures était un petit peu plus informé que le monde des poissons, parce que les dinosaures agissaient un peu sur leur environnement, alors que les poissons n'agissent pas ou très peu sur leur environnement. Voilà. Et donc, à mesure qu'on remonte dans le temps, on voit cette caractéristique qu'on appelle la complexité, eh bien, se défaire. Et plus on remonte loin, plus la complexité s'estompe. En quelque sorte, c'est comme si la matière et l'énergie étaient de moins en moins informées à mesure qu'on remonte le torrent des siècles, à mesure qu'on plonge dans l'abîme du temps, l'abîme du passé, jusqu'à ce qu'on atteigne un état extrêmement simple de l'univers, qui est le plus simple possible, qui correspond justement au moment où le Big Bang commence. Là, il n'y a plus de matière organisée, il n'y a plus de macromolécules, plus de molécules, plus de particules élémentaires, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que peut-être des cordes qui vibrent, ce que la théorie des cordes appelle donc des cordes, qui vibrent à l'échelle de Planck et qui sont des objets d'une extrême simplicité, même si la description mathématique pour les comprendre est très complexe, mais l'objet lui-même est d'une extrême simplicité, et en tout cas, il ne correspond à aucune forme d'organisation de la réalité. C'est une forme d'organisation qui est extrêmement ténue, extrêmement élémentaire. Et donc, on peut considérer que le contenu en information finale, si on peut dire, de l'univers, c'est-à-dire dans la complexité, est devenu extrêmement simple. En revanche, à mesure qu'on remonte vers la singularité initiale, c'est-à-dire qu'on remonte vers l'échelle zéro et qu'on va passer notamment la frontière de Planck, eh bien, on va se trouver en route vers une autre forme d'information qu'on appelle l'information initiale. Certes, l'information finale, celle qui est réalisée aujourd'hui, devient de plus en plus faible à mesure qu'on remonte, de plus en plus simple, à mesure qu'on remonte vers le mur de Planck, vers le début du Big Bang, donc le début de l'univers, à mesure qu'on plonge dans le passé. Mais, en revanche, l'information initiale, elle est d'une très très grande richesse, elle est d'une richesse quasi infinie, et elle est déjà présente donc à l'instant zéro. Donc l'information initiale, elle, à la différence de l'information finale, eh bien, elle est extrêmement élevée, et même on dirait que cette information initiale, elle est encore une fois d'une richesse et d'une quantité, une valeur qui est quasiment infinie, même si elle ne l'est pas, dans les faits, n'est pas infinie, mais elle est très proche en tout cas de l'infini. Eh bien, effectivement, cette information initiale, elle ne cesse en quelque sorte d'augmenter à mesure que l'on se rapproche d'elle, jusqu'à ce que l'on trouve, effectivement, à l'instant zéro, une valeur qui est gigantesque et qui correspond donc à la codification dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces deux informations, en quelque sorte, s'échangent l'une dans l'autre. L'information initiale, extrêmement élevée au départ, se transforme en énergie et en matière, donc va en quelque sorte brusquement engendrer la réalité telle que nous la connaissons au moment du Big Bang et va donc effectivement décroître. Et à mesure que on passe dans le temps réel et que le temps commence à engager sa marche et donc à engranger des informations, cette information initiale se transforme en une information finale qui, elle, devient de plus en plus élevée. C'est ce qu'on appelle donc l'évolution et la complexité. La complexité va en croissant. Donc, l'information initiale diminuant, l'information finale, elle augmente. Et quand on revient en arrière, c'est l'inverse qui se produit. L'information finale diminue et l'information initiale augmente. Alors un dernier point que nous pourrions aborder aujourd'hui avant de terminer cette émission, c'est cette théorie holographique qui pourrait donner des explications sur le temps imaginaire.
fait, il se trouve que depuis que nous avons entamé nos travaux, dans les années 90, sont apparus des liens avec d'autres théories qui, elles aussi, nous font toucher du doigt une réalité qui est un peu plus large que la réalité dans laquelle nous vivons d'un point de vue des dimensions, mais pas beaucoup plus large. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 4 dimensions dans ces théories, notamment la théorie holographique, on envisage l'existence de 5 dimensions. Et notre réalité à 4 dimensions serait en quelque sorte l'image, encore une fois, holographique, si on peut dire, d'une réalité plus grande qui vivrait au-dessus dans un enrichissement en termes dimensionnels qui serait tel que on considère l'existence d'un univers à 5 dimensions, dont la projection existe à 4 dimensions, et nous sommes, nous, dans cet hologramme, ou cette projection holographique, qu'on appelle effectivement l'espace-temps. L'espace-temps serait le résultat d'une projection holographique selon certaines thèses qui ont été développées par le théoricien des cordes ou même par le prix Nobel de physique qui a été à l'origine de cette théorie, qui s'appelle Gerhard Toft, et qui propose effectivement un scénario extrêmement intéressant selon lequel il existe une correspondance entre l'espace-temps à 4 dimensions dans lequel nous vivons et un espace plus vaste qui est ou serait à 5 dimensions. Et cette 5e dimension, on retrouve, et c'est là où c'est vraiment intéressant, elle existe, elle est en fait le temps imaginaire. C'est-à-dire que cette 5e dimension étant le temps imaginaire, on retrouve l'idée selon laquelle, en tout cas pour nous, il existe une 5e dimension de temps imaginaire qui code en quelque sorte le développement de l'univers tout entier. Et cette 5e dimension, elle existe bel et bien à l'échelle 0, et elle enveloppe en quelque sorte toute l'évolution de l'univers de 0 vers l'infini. Eh bien Igor Bogdanov, merci d'avoir participé à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Au revoir et à une prochaine fois. Merci 1000 fois et à très bientôt. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'était la clé du mystère. À très bientôt pour un autre rendez-vous.